Simba guitare na maboko okeno melenga elenga mokile eko baluka atandele modele akosukwana atandele baluka atandele mokili eko baluka Tandele bande kwa tandele tendele atandele. Si je globalise quelque peu vos explications, nous ne voulions pas que ça puisse prendre cette tournure-là, mais néanmoins, à la suite d'un certain concours de circonstances, le bébé est mal né. Donc, en d'autres termes, vous êtes en train de vous accorder avec mon expression. C'était un avorton, notre indépendance. Non, notre indépendance n'est pas un avorton. Je suis en train de dire que c'est un droit fondamental d'un peuple. Un droit, c'est vrai. Parce que vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un de vous mettre les mains. Vous n'avez pas pu empêcher à ce voleur de vous mettre les mains dans les poches. Il avait besoin de jouissance, il avait joui, il continuait à jouir, et vous n'avez rien fait pour lui empêcher de vous mettre les mains dans les poches. Nous l'avons empêché. Quand vous vous rendez compte qu'il se retire, vous vous dites, par la suite, avec un certain recul, nous ne sommes pas parvenus à nous engager ou à promouvoir ce droit dont nous étions devenus jouisseurs, c'est-à-dire cette indépendance, et c'est parce que nous étions mal préparés, c'est parce que ce n'était pas encore le moment. Non, je suis en train de dire, s'il vous plaît. C'est comme ça que moi je le prends. Non, je suis en train de dire que l'indépendance étant un droit fondamental, à tout moment qu'il arrivait était le bon. Il ne fallait pas reporter d'un seul jour. Non. L'indépendance était arrivée au moment où elle devait arriver. Il n'y avait pas moyen de contenir cette soif de liberté et dire aux gens, attendons encore 6 mois. Impossible. Pour être plus explicite, dites-nous un peu, qu'est-ce qui nous emmène au fait réellement, qu'est-ce qui crée ce cadre? C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain ou dans les jours qui venaient, ou l'année précédente et cette année 1960, c'est l'indépendance qui se dessine? C'est quoi? À votre avis, c'est quoi? Bon, quand on regarde un peu la classe politique de cette époque-là, comme l'a dit le professeur, il a dit que de 2 hommes combinaient très bien. Donc entre Kasavubu et Lumumba, c'était vraiment une classe politique qui restait ensemble, qui avait des idées peut-être de construire ce pays. Oui, mais ça c'est une belle évocation, pasteur. Mais qu'est-ce qui fait justement, où se trouve le croc en jambe, qui nous fait basculer dans la terreur, dans l'effroi, dans le regret? Ce sont les Belges qui les ont mis des bateaux dans le roue, parce qu'ils ont vu que Lumumba et Kasavubu, que ça combinait très bien. Oui, mais c'est vrai. Mais de gaieté de cœur, j'ai bien dit. Ces gens, vous mettez les mains dans les poches. Vous aviez cru à un certain moment qu'ils allaient changer d'avis? On les a eu, mais le point c'est quoi? Quand Mobutu est venu au pouvoir, il travaille pour les Belges, c'est ça le problème. C'est lui qui a trahi le Congo. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, il faut remarquer que Mobutu intervient au mois de septembre, déjà en 1960, au mois de septembre. Il intervient, il neutralise le chef de l'État et le Premier ministre. Le Premier ministre, malheureusement, n'aura pas la chance de revenir, ni de survivre, pour des raisons qui sont propres à Mobutu, ou bien sur instruction de ses maîtres. Il a laissé Kasavubu continuer jusqu'en 65, mais le Lumumba était... Donc déjà, on a eu, en 3 mois, il y a déjà un coup d'État. Donc en d'autres termes, nous étions quand même assez naïfs. Nous n'étions pas naïfs, non, je m'évertue à dire que c'est un droit. Quelqu'un qui réclame un droit fondamental, un droit fondamental, vous ne devez pas, c'est comme aujourd'hui, on vous met au cachot, vous n'avez rien fait, et vous dites non, je ne suis pas encore prêt
préparer pour sortir, il me faut une chemise, laissez-moi ici, jusqu'à ce que mon cousin viendra avec une chemise. Non. Quand on vous dit, quand vous avez l'occasion de sortir, vous sortez de là. Si vous cassez une porte, vous cassez la porte. Ou si vous trouvez une fenêtre ouverte, le problème, oui. Le problème du Congo, ce n'est pas qu'il soit devenu indépendant trop tôt ou trop tard. Le problème du Congo, c'est que les personnes qui auraient pu conduire le pays ne l'ont pas fait. Prenez quelqu'un comme Mobutu. Au moment où il a pris le pouvoir, on n'avait pas suffisamment de cadres. D'abord, il en fallait combien? Un gouvernement, ça se forme au maximum de 30-40 personnes. Vous avez le gouvernement. Et le niveau de l'administration à l'époque, jusque dans les villages, les gens n'avaient pas une grande formation. Mais ils savaient tenir les fiches pour enregistrer la population, les naissances, les décès. Donc, pendant ce temps-là, si Mobutu s'était dit, ok, j'arrive, je n'ai que 12 ou 15 universitaires, et dans 4 ans, je peux en avoir 30, dans 10 ans, je vais... S'il avait planifié ce genre de choses, et les utiliser effectivement dans la bonne direction, on n'en serait pas là. Mobutu est arrivé, il a fait tout à fait autre chose que construire le pays. Bon, je reconnais à son actif qu'il a mis les Congolais ensemble. Il a renforcé la cohésion nationale. C'est un bilan que vous ferez par la suite, professeur. Oui, mais je suis en train, je répète, que l'indépendance n'était pas un avorton et ne l'est pas. Aujourd'hui encore, si nous voulons, nous pouvons changer le destin du Congo. Il nous faut chasser tous les malfrats qui sont à la tête du pays, tous ces criminels, tous ceux qui s'enrichissent sur le dos du Congo, tous ceux qui viennent tuer, qui viennent voler, qui viennent violer. Toutes ces personnes-là ne doivent pas être là. Le problème peut-être du Congolais, c'est la complaisance avec ceux qui gouvernent mal. Il y en a qui pardonnent parce que celui qui gouverne, il est de sa région. Il y en a qui dansent parce que pouvoir écoyer tout. Non. Celui qui nous gouverne, il doit nous gouverner pour nous amener vers la liberté et vers le développement. Et peupler le Congo et en assurer la Je vais vous donner l'occasion de pouvoir revenir là-dessus. Si vous pouvez accepter une nouvelle fois que nous puissions faire un arrêt pour des besoins d'ordre technique, simplement. Merci. J'espère pouvoir obtenir l'avis de nos invités. J'espère que nous pourrons nous accorder là-dessus. Je ne me sens absolument pas le droit de pouvoir jeter des ordures sur ceux qui ont été au père de l'indépendance. Je considère, à mon avis, en outre, que bien que je me sois permis d'appeler, de poser la question pour chercher à savoir si cette indépendance n'était pas un avorton, je pense qu'il y a bien eu un appel du vide, c'est-à-dire un concours de circonstances qui ont fait que c'est à ce moment-là que nous sommes parvenus à l'indépendance. Quand on évoque l'histoire de notre pays, je crois que mes invités seront de cet avis, quand on évoque toutes ces années d'esclavage qu'a connu notre contrée, quand on évoque toutes ces périodes d'atrocités, de massacres, de génocide, parce que certains pays se sont accordés pour reconnaître que l'époque léopoldienne, c'est-à-dire celle qui est comprise entre 1879, je crois, tel que le professeur l'a évoqué, et 1908, il y a eu des atrocités que généralement, même la majorité de nos compatriotes ne le connaissent pas. Nous pensons que peut-être bien que le premier génocide humain, de manière systématique, a eu lieu au Congo. Et ça, pour quelles raisons? Particulièrement pour des raisons d'ordre d'exploitation du caoutchouc.
Vous êtes en train de vous imaginer que emmagasiner toute cette douleur, emmagasiner toute cette tribulation, mais ça ne peut qu'emmener les gens à un certain moment D'ailleurs, cette indépendance, nous n'avons pas acquis dans la violence. Le peuple congolais, c'est vrai, il s'est montré quelque peu serein, même si on évoque quelques jours avant ou quelques mois ou l'année précédente, celle de l'indépendance, les troubles qui ont eu le 4 janvier à Léopoldville à l'époque. Mais ça n'explique pas toute la douleur contenue dans les peuplades qui étaient celles du Congo. Et particulièrement dans notre pays. C'est simplement pour revenir sur le fait qu'effectivement, il y avait un concours de circonstances, il y a eu ces indépendances africaines, ce n'était pas non plus parce qu'on a fait chez le voisin, faisons aussi chez nous. Non, c'est vrai, il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que nous sommes parvenus à cette indépendance. Et moi, j'ose penser que c'est vrai, ceux qui nous colonisaient à l'époque, ils se sont dit, eux, ils avaient l'expertise réelle de la réalité du pays. Nous n'avons pas suffisamment de cadres, nous n'avions pas suffisamment de personnes à même de reprendre l'administration. Ils se sont dit, eh bien, puisqu'ils nous ont réclamé cette indépendance, le professeur a utilisé le mot, eh bien, qu'ils le prennent. Je ne sais pas si c'était M. Songolo, peut-être que je me trompe. Qu'ils le prennent, eh bien, on verra ce qu'ils en feront. Eh bien, c'est vrai, c'est parti. Depuis, c'est parti dans une cacophonie, dans un amalgame qui fait que jusqu'à ce jour, je crois que nous parvenons alors très très difficilement à en sortir. Je veux demander à l'un d'entre nous qui voudrait bien intervenir de peut-être d'émettre un avis juste dans ce sens-là avant de pouvoir évoquer la période qui a suivi alors celle de l'indépendance. Moi, je continuerai toujours à dire que aucun peuple ne doit être soumis, aucun peuple ne doit être réduit à l'esclavage. Cela était vrai à l'époque belge, cela l'est davantage encore aujourd'hui, où des peuples comme le Rwanda, des pays comme le Rwanda, cherchent à mettre le Congo sous cette petite botte. Cela est possible simplement parce qu'à la tête du pays, nous avons des ennemis du peuple congolais. Personne n'a le droit de nous assujettir. Et le peuple congolais ne peut pas accepter un seul jour, tout comme nos pères de l'indépendance, prêts ou pas prêts, n'ont pas hésité pour dire le 30 juin nous devenons indépendants. De la même manière, aujourd'hui, nous devons nous déterminer pour rendre vrai cette date de l'indépendance. C'était un droit, il devait arriver le plus tôt possible. Alors, qu'est-ce qui a amené ça? C'est simplement la soif de la liberté. Une prise de conscience aussi, ça. Une prise de conscience du fait qu'il y a eu des Congolais qui ont étudié, il y a eu un concours de circonstances comme la conférence de Bandung, la conférence d'Accra, la création des mutuelles des Congolais, et même d'un premier parti politique depuis 1950, la BACO est née, d'abord sous forme d'une association culturelle en 1950 et transformée en parti politique en 1955. Donc il y avait cette volonté. Une littérature également assez stimulatrice. Oui, la présence, la conscience congolaise, ainsi de suite. Donc il y a eu une véritable soif et une énergie, quelque chose d'incroyable. Même dans les villages, les gens pensaient que c'était la meilleure chose à faire. Nous devions que les Blancs, c'est ça le langage de tout le monde. Les conséquences étaient incalculables, c'est vrai. Pas dans le sens où on veut nous faire comprendre parce qu'on n'était pas prêts. Dans le sens où nous ne savions pas que le monde autour de nous est méchant. Et que nous n'avions pas d'amis. Et qu'aujourd'hui encore, le Congo n'a pas d'amis. Et les Congolais continuent à penser qu'en pleurant, qu'en expliquant, les gens comprendraient. Personne ne comprendra. Nous étions quelque peu naïfs.
Nous n'étions pas naïfs. Nous sommes des hommes normaux. Les Congolais sont des hommes normaux. Ils ne sont pas naïfs. Professeur, lorsque à un certain moment vous attribuez toujours de bonnes intentions à votre voisin ou à ceux qui sont autour de vous ou ceux qui vous approchent, vous n'êtes pas quelque peu naïf aussi? Je n'ai jamais attribué ça. Non, nous ne pensions pas. Nous ne pensions pas simplement parce que... En demeurant. Non, quelqu'un qui ne sait pas n'est pas naïf. Oui, nous ne savions pas, nous n'avons jamais considère que l'autre ne peut pas lui faire du mal. N'est pas quelque chose ce n'est pas de la naïveté. Je voudrais bien que le pasteur puisse... Le pasteur va intervenir. Le pasteur va intervenir parce que nous, les Congolais, nous avons tendance aussi à noircir notre propre tableau. Non. Le peuple congolais, c'est un peuple dynamique, c'est un peuple intelligent, c'est un peuple qui sait se battre. Mais ce qui fera la différence, ce sera le jour où on mettra un vrai Congolais qui aime son peuple, qui a de l'ambition pour le pays et qui veut le conduire vers l'avant. C'est ce jour-là que l'on verra que les Congolais ne sont pas ce que l'on pense, que c'est des danseurs, c'est des buveurs, c'est des gens qui courent après les mamans. Non. Le Congolais a ses défauts, mais ce sont les défauts qui sont partagés par toute l'humanité. Nous ne sommes pas, mais là où vraiment nous n'avons pas eu de chance, c'est la direction politique du pays. 50 ans après, le Congo n'a pas encore réussi à inventer, à enfanter un Kassaboubou et un Lumumba. Nous ne les avons pas encore eu. Professeur, je vais évoquer une anecdote pour vous. Je l'ai vécu personnellement à Kinshasa lors de l'arrivée de Monseigneur Desmond Tutu à l'occasion du cinquantenaire de l'église protestante. Il avait été invité à Kinshasa et je me suis retrouvé à cet endroit où il avait évoqué cette anecdote. En substance, Monseigneur Desmond Tutu dit ceci: quand l'homme blanc est arrivé, il s'est rendu compte que nous avions connaissance de l'existence d'une force créatrice, c'est-à-dire que nous connaissions le bon Dieu. Alors, il nous a dit, non, au fait, celui que vous priez là, ce n'est pas le véritable bon Dieu. Je vais vous apprendre qui est le véritable bon Dieu. Et il nous a demandé de fermer les yeux. Nous avons fermé nos yeux. Quand nous avons rouvert nos yeux, au moment où il a considéré que nous avions été suffisamment initiés à l'enseignement qu'il nous octroyait, nous nous sommes rendus compte que les Bibles qu'il tenait dans ses mains étaient passées dans les nôtres, tandis que nos terres se trouvaient dans les siennes. Qu'est-ce que cela peut évoquer pour vous? Ce n'est pas quelque peu une certaine naïveté? Je voudrais bien obtenir votre avis. Non, je ne sais vraiment pas si ça s'est passé comme ça. Moi, j'ai passé un petit temps en Afrique du Sud. J'y étais avant que Mandela ne prenne le pouvoir. J'étais 2 fois en Afrique du Sud avant le changement total. Mais incontestablement, nous allons essayer d'aller plus vite. C'est pour vouloir dire que pour acquérir cette indépendance, il a fallu se battre. Il a fallu exiger, il a fallu engager un combat, peut-être pas forcément un engagement meurtrier, mais de toutes les manières, il fallait manifester des revendications, faire triompher ces revendications, et ensuite, ils nous ont permis, ou ils ont permis à nos pays, ils ont permis à ceux qui nous dirigeaient à l'époque de parvenir à ces indépendances. J'ose penser que c'est comme ça qu'on pourrait résumer cela. Nous avions droit, comme tout être humain, nous avons droit à la vie, nous avons droit à l'expression, nous avons droit. Substantiellement, l'être humain a des exigences qui lui sont innées. Ça, c'est fort évident. On n'a pas besoin d'aller écrire ça ou consigner ça dans un livre. Je crois que nous allons tous nous accorder là-dessus. Mais il est une réalité aussi que quand nous sommes parvenus à cette autonomie de gestion, fort malheureusement pour le cas du Congo, peut-être allez-vous le reconnaître avec moi, cela a eu des ratés. Comment avez-vous vécu l'après-indépendance à ce moment-là? Comment vous l'avez vécu, M. Sangolo? En tant qu'histoire, pas vivre parce que j'étais trop petit. Non, oui, dans l'histoire, la période qui a suivi l'indépendance, quel significat? Oui, vous avez évoqué que c'est une nouvelle période, c'est un peu aléatoire. Oui. C'est un peu aléatoire parce que je dis que moi je peux commencer à m'exprimer à partir de 70. Là j'ai quand même une vision assez
clair, parce que l'indépendance 62, 63... Oui, qu'est-ce que vous constatez à cette époque-là, si c'est la plus évocatrice pour vous? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était le bon moment de notre pays, de l'histoire de notre pays, le moment extraordinaire, le moment fabuleux. Et à quel moment intervient le changement, à votre avis? Le changement dans quel sens? Dans le sens négatif? Où il y a une différence? Oui, ben, c'est à partir de la gestion de M. Mobutu en 69, d'abord avec le problème d'économie, avec comment dire, divergence de vue par rapport à M. Ndele, qui était à l'époque le gouverneur de la banque, comment gérer l'économie, comment garder la réserve. C'était ça l'opposition au niveau de la nation. Et puis après, la zérisation, deuxième étape, et puis la gestion de la zérisation. Et puis après, bon voilà, quand on disait un zéro, ça vaut $2, c'était vrai au point de vue économique. Le maréchal avait trouvé cette situation économique si avancée, si flamboyante que bon, il a détruit. Et dans ce moment-là, et puis l'économie a commencé à chambouler, puisque conséquences actuelles, en fait, c'est ça. Donc je dirais de 72 à maintenant, voilà, il n'y a plus rien de positif. C'est ça le changement. Donc 12 ans après l'indépendance, ça a commencé à dégringoler. Professeur Mbala, à votre avis, à quel moment survient le basculement, si on peut utiliser le terme? J'ai dit dès le départ qu'il y a eu une série de misères qui se sont acharnées sur le Congo. Il y a eu toutes ces mutineries, 4 jours seulement après. 4 jours après l'indépendance, il y a une mutinerie. Et il faut savoir que nous n'avons aucun officier congolais pour contrôler les officiers. Donc quand les militaires, quand les Belges s'en vont, donc c'est le vide au niveau de l'état-major. Et c'est le même vide au niveau de l'administration parce que tous les cadres, c'était des Belges. Donc déjà, ça a affecté le reste. Ça signifie qu'il y a des recettes qu'on ne contrôle plus, il y a des militaires que personne ne contrôle, ce qui va d'ailleurs amener Lumumba à nommer Mobutu comme chef d'état-major. Et je signale que Mobutu était sergent dans l'armée belge. Il était sergent, pas combattant, mais sergent dans l'administration. Il travaillait au bureau. Et il avait terminé son mandat, son contrat avec l'armée. Il était déjà civil. Quand, en 60, à la table ronde, Lumumba le recrute, c'était un civil, ce n'était pas un militaire. Mais lorsque, à la table ronde, quand Lumumba le recrute, il est civil, il est en Belgique. Mais quand il rentre au pays, et que le général Londola, qui a été nommé chef d'état-major, ne peut pas rejoindre Kinshasa parce qu'il n'y avait pas d'avion, en ce moment-là, Mobutu demande à Lumumba, Lumumba demande à Mobutu, en disant, toi tu as déjà été dans l'armée, c'est toi que je charge d'aller mettre de l'ordre. De sergent, il devient colonel, et puis général, et maréchal. Justement, besoin d'éclaircissement, professeur. Vous avez parlé de Lunula, où se trouvait-il? Lunula devait se trouver à l'est, peut-être dans une des villes de l'est, je n'ai pas de détails maintenant, mais à cause de tous les troubles, il n'y avait plus d'avions qui faisaient des liaisons, donc Lunula ne pouvait pas venir prendre ses fonctions à Kinshasa, et on a confié l'armée, l'état-major à Mobutu, fortuitement comme ça. Donc déjà là-bas, un sergent qui devient chef d'état-major, et qui de toute façon avait déjà quitté l'armée, je ne sais pas à quelle époque. Donc ça commençait déjà très mal de ce côté-là. Alors maintenant, ajouter toutes les sécessions. Donc un pays qui vient de prendre l'indépendance doit commencer tout de suite une guerre contre le Katanga pour aller récupérer cette province. Ça n'a pas suffi. Il y a encore Kaloji Molopwe qui fait sécession au Kasaï. Il fallait encore... Donc, nous commençons avec des guerres. Une guerre, ça signifie mort d'homme, mais ça signifie aussi dépenses en carburant, en munitions, en armes. Donc, nous avons, au lieu que le peu de réserves d'argent qu'on avait, qu'on mette ça dans les routes, dans les écoles, on a commencé à faire les grosses dépenses dans l'armée pour essayer de récupérer l'unité nationale. Viendra ensuite la mort de Lumumba qui va déclencher une rébellion à Kisangani et qui va décimer les vies humaines, mais aussi les industries, qui va
empêché le pays de fonctionner pendant un temps. Donc on a eu cette série de malheurs déjà dans les 3 premières années de l'indépendance. On n'a connu que ça. Et alors, après, Mobutu va en profiter pour prendre le pouvoir. Mais quand il prend le pouvoir, au lieu de conduire le pays vers la recherche de solutions, non. Il a mis en place une stratégie qui lui permettait, lui, de rester au pouvoir, d'être glorifié, bon, ça lui a réussi à lui. 32 ans, il est resté au pouvoir sans que quelqu'un ne vienne le contester réellement, mais à son départ, les dégâts sont énormes. Était-ce, à votre avis, vous avez évoqué cette période de turbulence qui a précédé la prise de pouvoir, était-ce, pourrait-on dire que c'était un acte de bienfaisance quand Mobutu prend le pouvoir? Non. Non. Et pourquoi? Le coup d'État de Mobutu était totalement illégal, parce que nous venions d'avoir une conférence constitutionnelle en 1964, et cette conférence constitutionnelle a donné lieu à des élections qui se sont passées dans le calme. Il restait seulement l'élection présidentielle, et il y avait 2 candidats en vue, Joseph Kasavubu est tombé, et Mobutu a arrêté ça. Il a arrêté le processus démocratique. Et la conférence de Lulabour, c'était une conférence totalement congolaise. Il n'y avait aucun expert étranger. C'est vrai qu'il y a quand même, tel que je le remarque, une assez forte coïncidence. J'espère que peut-être que vous pourrez vous accorder avec moi. Le pasteur et M. Mathieu, où à toutes les fois que le Congo semble sortir d'une situation dans laquelle, de turbulence, dans laquelle il vague dans une période trouble, il commence à trouver une issue, bien vite on revient comme pour lui donner une solution, mais on l'enfonce encore davantage. Vous n'avez pas cette impression-là? Oui, moi je peux le dire, je peux le confirmer. Quand on regarde un peu la Belgique, c'est la Belgique qui est le malheur du Congo. C'est la Belgique toujours. Chaque fois que notre pays essaie un peu d'avancer, c'est la Belgique. Je reviens au moment où, à l'époque de Mobutu, il y a eu... celui qui était ambassadeur à l'ONU à l'époque, c'est qui? Je ne sais pas son nom. À l'époque de Mobutu? À l'époque de Mobutu. Il y a eu Youtan, Kamanda et Nini, l'autre, ils étaient avant les pour discuter avec les Belges. Vous voulez dire comme personnalités congolaises qui sont allées en Belgique? En Belgique à l'époque. Parmi, il y a eu Kamanda, il y a eu Nini, qui sont allés discuter pour la cause de Mobutu. C'était du chantage. Ah bon, je crois, peut-être que les autres pourront se rappeler également. Il y avait un différend, ça n'allait pas entre le Congo et contentieux, des choses comme ça. Et Mobutu avait, je crois, proféré des menaces, comme quoi il allait retirer tout ce qu'il avait comme possession en Belgique, qu'il n'avait que faire des Belges. Je crois que c'était un peu ça. Mais au fond, c'était pas bon, évidemment, lui n'évoquait pas ses biens, mais il disait que le Congo allait rompre avec la Belgique. Avec la Belgique, oui. Mais au fond, parce que évidemment, Mobutu n'évoquait jamais ses propriétés à l'extérieur. On considère que Mobutu, bon, c'était monsieur tout le monde, peut-être aussi pauvre que tous les autres Congolais. Moi, je trouve que Mobutu faisait ça, c'était pour le faire bouger un peu. Mais au fond, il gardait des relations avec la Belgique très bien, qui était soudé avec lui. Dans le temps aussi, moi, je pense qu'à l'époque où il y a eu stabilité, comme notre frère évoqué là, c'est l'époque où il y a un zaïre de $, c'était la stabilité. Et après que Mobutu a commencé à se réaliser, c'est là où il y a eu la chute du Congo, qui a créé des problèmes. Justement de 60 à la fin du mandat de Mobutu, pouvez-vous tirer quelque chose de positif là-dedans? Pouvez-vous dégager quelque chose de positif, à votre avis?
chose de positif, c'était l'unité du Congo. C'était tout simplement ça. Et comment y était-il parvenu? Il s'était posé. Et puis, il disait que s'il faut signer pacte avec le diable, je le ferai. Pour qu'il y ait l'unité du Congo. Et pour moi, ça sonnait mal. Donc, il est allé chercher l'unité, on ne sait pas. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Mais néanmoins vous dites que ce qui avait de bien, c'était cette unité. Donc, s'il lui a utilisé une formule particulière, excusez-moi, pour y parvenir, vous n'êtes pas d'accord. C'est contradictoire. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En disant que donc, je dois aller même s'il faut signer pacte avec le diable pour une nation. Pasteur, est-ce le fait qu'il utilise le terme diable? Je crois que c'est peut-être ça que vous, en tant que pasteur, n'acceptez pas. Qui ne sait pas que Mobutu a utilisé tous les rites du monde, toutes les choses bizarres pour coincer le Congo aujourd'hui? Bon, tout le monde qui sait ça. Personnellement, c'est vrai, il s'est beaucoup raconté, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui possèdent des preuves palpables, qui puissent mettre sur la table et dire, effectivement, c'est en utilisant ceci. Je crois que cela nous éloigne un petit peu, ça c'est un domaine... Répondre à la question qu'on va poser, c'est qu'il y a ce que je peux dégager, moi, de positif, ben, je suis tout à fait d'accord avec le pasteur. Je crois qu'il a quand même pu... il est parvenu à mettre l'unité nationale. Entre Zaïwa, l'époque congolais, il n'y a plus de frontières. Il y a un Moutete là, il est chez un Mlouba, chez un Congo, chez un Moutete là. Enfin, il n'y a plus de frontières. On est vous avez entièrement raison. C'est une réalité que nous continuons à vivre jusqu'à ce jour. Et puis même autour de lui, parce que c'était quand même un leader charismatique. Hein. C'est quelqu'un qui était quand même très élégant, très, très apprécié. Il était adoré, même si je peux dire. Donc il a pu communiquer ça, et même autour de lui, dans son entourage, c'était pas une ethnie spécifique, il y avait un peu tout ça autour de lui. C'est l'unique point que moi, je peux reconnaître de notre... Vous pourriez le reconnaître également, professeur? Non. Aucun? Non. Reconnaître qu'autour de lui, il y avait tout le monde. Non, vers la fin, il a... ça c'est une nuance. Il a réduit... Non. C'est une nuance importante. Ouais. Parce que au début, il reflétait autour de lui la nation. Et quand il termine comme dans une sorte d'entonnoir avec un directeur de cabinet qui est Mbandi, un conseiller spécial en matière de sécurité qui est Mbandi, le commandant... Ça c'est vrai, professeur, ça c'est le pouvoir. Non, mais c'est important. Je crois que ça c'est un mal qui se dégage dans toute tyrannie, dans toute dictature. Oui. À un certain moment, il y a... Je pense que non, l'élan de cette diversité, c'est ça qui est important, parce que en tant que chef d'État, je pense que son médecin n'était pas mon Mbandi. C'est très important. Son médecin était mon Congo. Je pense. Je ne l'ai pas pris parce que... Parce que non, je dis très bien qu'il ne l'a pas pris parce que c'était un Congo, il l'a pris parce que c'était un ami. Oui, mais néanmoins. Non. Je voudrais bien vous dire que c'est grave. Lorsqu'un chef d'État est contrôlé par son ethnie, pour un pays comme le Congo, c'est très grave. Ça a eu comme conséquence que ils ont tous fui et ils ont laissé le Congo là où il est. Personne, tous les commandants des chefs d'état-major de l'armée, tous étaient de l'Équateur. Or, le pouvoir se trouvait où? Se trouvait à la présidence, se trouvait à la DSP, se trouvait à la garde civile. C'est là qu'il y avait le pouvoir. C'est là qu'il y avait le pouvoir. Alors, mais, tout en disant cela, je reconnais que Mobutu a beaucoup fait pour la cohésion nationale. Donc vous rejoignez les mêmes termes que ceux que j'utilise. Je dois rester objectif. Pour dire, évoquer l'unité du Je dois rester objectif. Oui. Je suis un ancien ministre de Mobutu. Merci de nous l'apprendre. Oui, tout le monde le sait. Je suis un ancien ministre, je ne m'en cache pas. Bien, j'étais ancien ministre sous Mobutu, pas de Mobutu. J'étais ministre de la République sous Mobutu. Et Mobutu a donné
ou a augmenté le sentiment de fierté nationale chez les Congolais, avec sa politique d'authenticité, qui était une très bonne chose, mais encore une fois, mal pensée et mal appliquée. Mais les Congolais étaient très fiers. Aujourd'hui encore, les Congolais sont fiers, ils croient qu'ils ont une grande nation, qu'ils ont une nation puissante, qu'ils ont une nation riche, ils sont encore fiers de leur pays, bien que la réalité est différente. Ça, Mobutu l'a entretenu. Et Mobutu a fait respecter le Congo. Quand Mobutu était aux commandes du Congo, aucun pays d'Afrique n'osait ignorer le Congo, encore moins traverser sa frontière, comme on s'amuse aujourd'hui à le faire. C'est pas parce qu'il travaille pour la CIA. Ce sont des aspects de lui que je ne peux pas connaître. Je n'ai aucune information là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, ça se trouve vers non, j'ai d'autres informations, d'autres bruits, parce que je n'ai pas... non, Mobutu, il faut le reconnaître, que c'était un grand chef. Il avait cette prestance-là de chef, et il savait se faire respecter et respecter le pays. Mais il n'a pas construit une grande nation. Il n'a pas construite, et au contraire, il a mal utilisé les ressources humaines. Il a formé beaucoup d'officiers. Il les a tous tués. Il les a tués, beaucoup, il les a tués. Mais pour la plupart, on les a fait tuer. On les a fait tuer dans ce sens que les gens autour de lui, et c'est ça la clique quand on se met dans un système ethnique. Donc tous ceux qui ne sont pas de l'ethnie ne peuvent pas accéder à des fonctions conformément à leurs compétences. Et on a mis des frères, on a mis des cousins. Et puis bon... Professeur, et c'est pas ce qui se passe pour le moment encore avec le gouvernement qui est au pouvoir. On voit, quand tu parles par les Swahili, donc tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit de faire quelque chose. Aujourd'hui c'est pire que sous Mobutu, parce que Mobutu au moins respectait les formes. Même si le fond n'était pas bon dans beaucoup de choses, mais il respectait les formes. Sur Mobutu, si on lui dit, vous ne pouvez pas signer une ordonnance pour nommer un premier ministre à partir de la Suisse, parce que la loi vous oblige à prendre les décisions du pays à l'intérieur des frontières, il quitte son lit d'hôpital pour essayer de mettre Étienne Tshisekedi comme premier ministre. Ça n'a pas marché, mais en tout cas, il savait respecter les formes. Nous tous qui nous trouvons à présent en train d'élaborer cette émission, je crois que nous avons tous vécu cette période de Mobutu, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler sa gestion particulière, qui s'est terminée malheureusement avec une chute du régime à la suite pas d'un coup d'État, mais plutôt d'une invasion. Était-ce, à votre avis, c'est vrai qu'à présent vous avez du recul, au moment où bascule le régime, où chute ce régime, quel était votre état d'âme? Je voudrais bien que vous puissiez l'évoquer le jour où ce régime le singularise par la journée du 17 mai. Quel était votre état d'âme le 17 mai, M. Mathieu Sumbo? Un peu partagé parce que j'étais ici. Ça faisait longtemps que j'avais quitté le pays. Mais il y avait en ce moment précis un peu deux sentiments partagés. Le sentiment de nostalgie par rapport à ce chef charismatique que nous avons eu pendant des années de l'époque du Zaïre et que j'aimais beaucoup personnellement, malgré que la gestion n'était vraiment pas ce qu'il fallait, mais bon, qui représentait, comme dit le professeur, un certain dynamisme, et une certaine fierté, un homme charismatique, un homme qui pouvait vraiment influencer. Et l'autre côté, celui qui arrivait, je ne le connaissais pas particulièrement. Et je me disais, mais quel sera le futur du Congo ex-Zaïre à partir du lendemain? Donc on peut partager entre deux sentiments, de l'incertitude certainement, et voilà, c'est à peu près ça. Et à votre avis, professeur, avez-vous le même sentiment? Non, moi j'étais complètement opposé à l'arrivée de Kabila parce que je savais
dès le départ que ce n'était pas une affaire congolaise. Je savais que Kabila servait simplement de paravent, que c'était une invasion des Rwandais et des Ougandais et des Burundais. Sachant cela, je ne pouvais en aucun cas appuyer Laurent Kabila. De notre côté, nous étions dans un tout autre schéma. Nous étions dans le schéma de la conférence nationale. Nous avons tenu une conférence nationale, nous avons pris une série de résolutions pour l'avenir du pays. Nous avions le Parlement de l'époque qu'on appelait au Conseil de la République était sur le point d'adopter la nouvelle constitution et nous préparions les élections. Nous nous sommes dit, nous devons battre Mobutu par une élection. Même si Mobutu avait encore la chance de gagner un mandat, mais ça allait être son dernier mandat. C'était ça le calcul, le schéma dans lequel nous étions. Et moi, personnellement, j'avais demandé à mes amis, des officiers, de faire la guerre contre Kabila, pour contrecarrer l'arrivée de Kabila. Mais beaucoup de mes amis m'ont dit qu'ils avaient depuis longtemps été désarmés et qu'ils ne voulaient pas reprendre les armes juste pour aller mourir. Donc j'étais totalement opposé, je suis encore opposé à tout ce qui vient de l'AFDEL, que ce soit la première guerre qui est une invasion du Rwandais, de l'Ouganda et du Burundi, que ce soit la deuxième guerre du RCD qui est une création purement rwandaise, que ce soit la présence de Joseph Kabila. Les gens ont tendance à oublier comment Joseph Kabila est arrivé. Il est arrivé par l'invasion de l'AFDEL. C'est une personne qui nous a été imposée par la force et que nous avons tenté de chasser en 2006. Nous avons échoué, mais c'est dommage pour la République. Donc, aujourd'hui comme hier, je reste opposé. J'ai été blessé dans mon amour comme enfant du Congo et je continuerai jusqu'à la fin de ma vie à lutter pour que l'imposture cesse et pour que le rêve de perdre l'indépendance un jour prenne corps sur cette terre de nos ancêtres. Pasteur, je voudrais me pencher vers vous. Le Congo ayant précédé la période précoloniale, né dans la douleur. J'ai évoqué, il faut bien utiliser le terme, le génocide humain qui a eu particulièrement dans la région de l'Équateur, du fait de l'exploitation sauvage sur nos populations, juste uniquement pour des besoins d'enrichissement personnel dans le chef de celui qui était le souverain du royaume de Belgique à l'époque. Le Congo, après 1908, connaît la colonisation, entre également dans une période tout aussi tumultueuse, mêlée de tribulations. En 1960, le Congo, pendant 5 ans, de nouvelles douleurs. De 65 à 70, de 65 plutôt à 1976, le Congo atterrit une nouvelle fois dans de nouvelles tribulations. Quelle est votre appréciation sur la période qui a suivi, donc la période actuelle du Congo? Comment l'analysez-vous? Lorsque j'ai entendu ce jour-là, j'étais en Europe, après que le Congo ait souffert, comme vous venez de le dire, là c'était beaucoup de choses. Depuis que le Congo existait, il n'y a que de souffrance, il y a que de malheur, de rancœur. Donc il n'y a pas de paix dans ce pays. Depuis que le Congo existe jusqu'à maintenant, quand on trace un peu le bilan, on trouverait qu'il n'y a que de douleur, il n'y a que de souffrance. Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? On s'attendait à ce que, beaucoup de gens s'attendaient à ce que, comme Mobutu a fait 32 ans de pouvoir, donc la personne qui sera au pouvoir maintenant, il y aura un changement. C'est tout le monde qui s'attendait. Même moi, je vis à la télévision lorsqu'on montrait M. Kabila. Mais ce que j'avais vu, ce qui était bizarre en moi, c'était quoi?
quand je le vis, c'est comme s'il a commencé aussi à jouer comme Mobutu, la culte de personnalité. J'ai tiqué, je me suis dit, mais cet homme-ci va nous amener aussi dans la difficulté aussi. Quand il a pris le pouvoir, on ne le connaissait même pas. Il y a même le président ougandais qui dit que c'est un accident de l'histoire, de parcours. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, nous savons ce qui nous a amené. C'est lui qui a amené toute l'époque que nous vivons maintenant. Alors, maintenant, il y a le gène qui passe encore avec la complicité des Européens et des Américains et des Anglais ensemble. Ça, c'est un coup d'État mondial qu'on a fait pour le Congo. Alors maintenant, le petit pouvoir, il est là au pouvoir. Et ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est comme si le père de l'indépendance sont quelque part ensemble. Les Lumumba, les Kasavubu, tous ces gens-là qui ont conduit à cette grande nation, ils nous regardent. Quelle solution pouvons-nous apporter à votre avis, pasteur? On doit commencer par tout d'abord chercher à être unis, parce que nous avons des talents qui sont différents. Quand nous avons même des talents différents, dedans, il y aura quelqu'un qui a ce mesure de leadership qui peut nous amener un peu plus loin. Qu'est-ce que vous entendez par unité? L'unité, pourquoi? Parce que on a besoin de professeurs, on a besoin de toi. J'ai vu mon frère à côté. Donc, quand il y a une combinaison de talents, c'est ça qui fait la force d'une nation. Et si nous on construit le Congo de demain, chacun de nous possède quelque chose. Nous devons nous mettre ensemble, parce qu'il y a diversité, et nous allons nous mettre ensemble. C'est comme ça qu'on peut démarrer, on peut reconstruire ce pays. Vous êtes du même avis, pasteur, professeur Oui, forcément. Je voudrais bien, mais avant peut-être d'arriver à cela, sauf si on a encore le temps de conclure, je voudrais que nous puissions, le bilan, nous tous nous le connaissons, mais nous devons nous dire pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ça? La première question. Et la deuxième, qu'est-ce qu'il faut pour changer? Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à cela? La réponse est simple. Mauvaise direction politique. On ne confie pas le destin d'une nation à n'importe qui. C'est ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui. Mobutu ne devait pas conduire le Congo. Il avait les capacités humaines voulues, il avait le charisme et tout, mais il lui manquait la volonté de bâtir une grande nation. Et il lui manquait probablement la force morale de se contraindre aux exigences de cette volonté, de ce travail de bâtir une grande nation. Et vous pensez, comment pouvons-nous espérer qu'un jour nous parviendrons à trouver un leader de cette nature-là? Je voudrais simplement évoquer quelque chose qui, à mon avis, est assez traducteur de ce que nous sommes. Je ne sais pas si vous aviez vu les images de l'actuel président en train de mener campagne dans la ville de Kinshasa. Cette personne monte sur une tribune. Comme évocation de son projet de société, il est en train de mimer certains gestes. Je vais vous les faire voir. Il fait ceci. Et quelqu'un qui se trouve à ses côtés est en train d'interpréter les gestes qu'il est en train de faire. Je ne sais pas, à ma connaissance, je ne sais pas si cette personne, à ce jour, a toujours été détentrice d'un véritable projet de société sur notre pays. N'en déplaise. Mais si nous, qui en vivons les conséquences, sommes à même d'accepter cela, c'est-à-dire nous résigner à ce genre de, je ne sais pas quel terme utiliser, à qui c'est la faute? La faute, évidemment, et de deux côtés, et de la part des gouvernants et de la part de ceux qui acceptent d'être mal gouvernés. Professeur, je ne pense pas que ça puisse être du côté des gouvernements, parce que la faute est les gouvernants... La faute est du côté des gouvernants. Je vais vous dire pourquoi, professeur. N'importe quoi que vous puissiez dire, ça ne changera pas. Ils ont tort, parce que leur mission, c'est de conduire le peuple vers le bonheur, vers la liberté, vers le développement. Ouais. S'ils ne font pas ça, ils ont tort, ça c'est clair. Je ne vois pas comment on peut leur donner raison. Mais
puisqu'ils ne le font pas, lorsque nous devenons nous-mêmes complaisants, à ce moment-là, nous avons tort aussi. Et c'est là l'appel que nous ne cessons de lancer. Vous acceptez que nous sommes complaisants? Oui. Moi, je l'accepte. Alors, que faire pour omettre cette complaisance? C'est ce que j'étais en train de poser la première question. Pourquoi nous sommes arrivés là-bas? Et la deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, comment c'est... Nous sommes arrivés là-bas parce que nous acceptons, parce qu'il y a mauvaise direction politique. Donc, s'il faut chercher la solution au Congo, nous devons nous donner une bonne direction politique. Que faire pour y arriver? Depuis Mobutu jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu une bonne direction politique. Donc, il faut changer cela. Ça, c'est la première chose. Si tous les Congolais peuvent se convaincre de ça, que la direction politique du pays n'est pas bonne, il faut la changer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, comment faire? Le pasteur a parlé de nous mettre ensemble. Pour nous mettre ensemble, il y a deux choses. Il faut qu'on se mette ensemble autour de quelque chose et qu'on se mette ensemble autour de quelqu'un. Il faut d'abord commencer par quelque chose. C'est quoi? C'est-à-dire les Congolais qui aiment leur pays, les Congolais qui veulent faire quelque chose, doivent se retrouver quelque part pour prendre quelques options fondamentales. Se dire, point numéro 1, numéro 2, jusqu'à un certain nombre de points, nous sommes tous d'accord là-dessus. N'importe qui d'entre nous qui passera devant devra réaliser ces points-là. Mettre sur pied une sorte de cahier de charge ou une sorte de pacte politique qui obligerait n'importe qui sera devant de respecter. 2, nous devons nous donner une structure. Lorsque nous nous mettons d'accord sur un ensemble d'options fondamentales, dans quel cadre allons-nous chercher à les réaliser? Est-ce que nous allons faire un parti politique, une plateforme ou une grande association, un mouvement? Ça, c'est aussi quelque chose que nous devons décider. Et lorsque, après avoir pris des options fondamentales, qu'on s'est donné un cadre, à ce moment-là, nous allons nous mettre d'accord sur les stratégies à mettre en place pour atteindre cet objectif. Ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, définir le profil des animateurs. Il ne faut pas que n'importe qui veut devenir chef, qu'il passe devant. Non. Nous avons un cahier de charge. Pour réaliser ce cahier de charge, il faut être membre de notre mouvement ici, de notre structure. Et là-dedans, voilà les stratégies que vous allez utiliser. Vous pouvez les améliorer, vous pouvez les amender. Et voilà les stratégies. Puis-je évoquer, Je voudrais d'abord aller jusqu'au point, jusqu'à mon dernier point, parce que sinon, je ne me fais pas. Alors, ça c'est la quatrième étape. Donc, le profil. Nous devons nous dire, nous voulons tel type de chef devant nous, ou de leader, pas de chef, de leader devant nous. Il doit avoir tel niveau de formation. Si vous regardez la Constitution, on a enlevé la condition d'études, parce qu'on a un chef d'État analphabète, alors on ne veut plus poser la condition des études, même dans la Constitution. Non, ça c'est des choses à revoir. Dans la nouvelle structure que nous mettrons en place, il faudra qu'on sache que ce qui est au quota classité, au moins vous avez une expérience dans le domaine en mots. Si vous n'avez ni l'une ni l'autre, vous ne pouvez pas prétendre conduire les autres. La dernière chose alors, le mode de désignation des animateurs. Tout cela doit être fait, tous les points que je viens d'évoquer ici, ça doit être fait de manière impersonnelle. Il ne faut pas qu'on sache d'abord que mal à la chef, alors on arrange, il faut qu'il soit comme ceci, de telle taille, de telle âge. Est-ce que nous pouvons utiliser alors le terme d'une sorte de conférence nationale souveraine comme celle qui s'était déjà tenue dans le pays? Il y a une chose qui me vient. Il y a de cela 6 mois, j'ai initié dans la salle de mon église quelque chose de plateforme. Ce sont les politiciens qui sont toujours à la base de beaucoup de problèmes. Les politiciens congolais. Ils doivent se mettre ensemble. On a initié, moi, au fin fond de mon cœur, mon idée c'était quoi? De mettre tout le monde ensemble, discuter, tout ce que vous avez dit, c'est ce qu'on avait souhaité qu'on fasse là. Mais, quand les politiciens sont venus là, ils se sont dit qu'ils ont cassé toutes ces choses-là. Donc ils essayent un peu de voir toutes ces choses-là aussi.
Beaucoup de bonnes intentions, c'est merveilleux, c'est formidable. À votre avis, Monsieur Mathieu Songolo, je souhaiterais que vous puissiez peut-être d'une certaine manière émettre aussi votre avis. Un dernier mot. De quelle manière pouvons-nous espérer pour l'avenir de notre pays? Beaucoup de points sont très importants, mais moi je crois qu'il faudrait un leader qui puisse être capable d'emmener ce pays vers sa destinée, un leader qui puisse convaincre, qui puisse avoir des projets plus pour le bonheur du peuple. Aujourd'hui, le pays, notre nation est tellement riche que tout le monde s'intéresse au Congo, mais qui s'intéresse aux Congolais? Que le Congolais de demain puisse retrouver sa dignité. C'est vrai, on ne s'intéresse pas aux Congolais, mais... On s'intéresse au Congo, pas aux Congolais. On ne s'intéresse, c'est véritablement, on ne s'intéresse pas aux Congolais. Que le Congolais de demain puisse retrouver sa dignité. Mais avez-vous l'impression que les Congolais eux-mêmes s'intéressent au Congo? Globalement. Tout à fait. Avez-vous cette impression-là? Tout à fait. Pourquoi pas? Tout à fait. Les Congolais eux-mêmes s'intéressent à leur pays? Mais bien sûr. Eh bien, nous voudrons bien l'espérer avec beaucoup de chaleur et d'espoir. L'émission que nous avons évoquée ce soir, c'était bien les 50 ans du Congo. Beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette émission. Je voudrais également donner l'occasion au professeur Mbala qui me demande de pouvoir exprimer quelque chose. S'il peut le faire très rapidement, avant que je puisse tirer véritablement la dernière conclusion. Oui, moi je voudrais, comme j'ai dit au début, terminer sur une note triste. C'est la mort, l'assassinat par Kabila, je dis bien par Kabila, de Floribert Chebeya. Nous avons initié une lettre écrite par Madame Marie-Thérèse Landou en sa qualité d'avocat de droits de l'homme, une lettre adressée au procureur de la Cour pénale internationale, lui demandant d'utiliser ses pouvoirs qui sont prévus dans la Convention de Rome, d'utiliser ce pouvoir pour ouvrir une enquête à charge de Kabila, de Numbi et de tous ceux qui sont mêlés dans l'assassinat de Chebeya. Nous savons que Kabila est en train de vouloir sacrifier ses lieutenants pour que lui-même soit à l'abri. Mais nous savons que rien ne se fait au Congo, au niveau des forces de sécurité, au niveau de l'armée, au niveau de la police, surtout lorsqu'il s'agit d'un assassinat, sans que lui ne soit au courant, puisqu'il a concentré tous les pouvoirs entre ses mains. Donc lui devra répondre du sang de Floribert. Et nous invitons nos compatriotes à soutenir cette démarche en signant une pétition qui va bientôt circuler pour que nous puissions demander une ouverture d'enquête à charge de Kabila, parce que le Congo ne peut pas être dirigé par un criminel. Monsieur Kabila, c'est un criminel, je n'ai pas peur de le dire. C'est quelqu'un, sa place ne doit pas être à la tête du Congo, sa place c'est à la CPI pour répondre de tous les crimes, de 5 millions de morts que lui et ses frères rwandais ont massacrés, pour que lui reste à la tête du pays. Aussi longtemps qu'on aura un criminel, qu'on aura un ennemi à la tête du Congo, le Congo ne sera jamais libre, le rêve de nos pères de l'indépendance ne sera jamais réel. Je vous remercie. Tout en remerciant les invités qui se sont retrouvés avec moi ici sur ce plateau, je voudrais attirer l'attention de nos compatriotes, simplement pour dire ceci. Vous avez bien vu que plusieurs fois je suis revenu sur l'impression qui se dégageait de chacune des personnes qui se trouvent ici, sur une évocation douloureuse de notre histoire. Tout au cours, vous vous rendez compte que c'est toujours douloureux d'évoquer notre histoire. Puisse cette douleur, ces tribulations, ces souffrances qui semblent être la charnière de notre destin, prendre un sens contraire. Cela ne dépend que de nous. Nous avons
nettement l'impression, comme l'on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est à nous de vouloir le contraire. C'est à nous de réussir. C'est à nous de triompher. Personne ne nous apportera le bonheur. Le Congo est ce qu'il est. Le Congo est l'objet de convoitise. Les Congolais sont l'objet de souffrance. On est plus intéressé au Congo qu'aux Congolais. Pour évoquer cette période actuelle du pouvoir qui se trouve dans notre pays et qui, je l'espère, créera beaucoup d'exhortation dans le cœur, peut-on imaginer le nombre de personnes qui ont dû ou qui ont succombé dans notre pays depuis 1976? Peut-on évoquer ces chiffres? C'est terrifiant. Si à ce point, nous ne savons toujours pas nous réveiller, eh bien, je ne sais pas si c'est une question ordinaire que nous devrions nous poser. Je vous laisse vous-même répondre à cette interrogation. Je vous remercie. Voilà. Thank you very much. Tu voulais parler? Atusimba guitare na maboko okeno belenga elenga elenga mokili ekobaluka atandele mondele akosukwana atandele kobaluka atandele mokili ekobaluka Tandele bande patandele atandele